Bonsoir et bienvenue à l'Institut national d'histoire de l'art. Donc ce soir, vous participez à la dernière séance d'un cycle qui s'appelle Trésors du site Richelieu. En effet, vous le savez sans doute, le site Richelieu héberge des trésors issus à la fois des départements spécialisés de la Bibliothèque nationale de France et également de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Ce soir, donc, c'est la dernière séance de ce cycle et nous avons le plaisir de vous présenter donc un document rare, ce qui est toute l'originalité de ce cycle, puisqu'il associe bien évidemment un document que nous sortons de nos réserves pour cette occasion, et il associe aussi un chargé de collection avec soit un chercheur, soit un conservateur, pour nous présenter à la fois le document dans son contexte, etc., mais aussi pour nous montrer plus profondément les secrets des œuvres ou documents qui sont présentés à chaque séance. Ce soir, donc, pour nous présenter les cahiers de lycéens d'Eugène Delacroix, nous avons le plaisir d'accueillir Côme Fabre. Côme Fabre, donc, qui est conservateur au département des peintures du musée du Louvre, et surtout, comme vous le savez peut-être, donc, qui est co-commissaire de l'exposition qui a lieu en ce moment au musée du Louvre sur Eugène Delacroix, exposition donc que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de visiter, mais que sinon il faut absolument aller voir, et qui se tiendra jusqu'au 23 juillet, si je ne me trompe pas. En dialogue donc avec Côme Fabre, Isabelle Vazel, qui est chargée d'études documentaires à la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, dialoguera autour du document. À la fin, nous ouvrirons la séance aux questions et puis surtout, vous pourrez vous approcher du document. Alors, au cours de la séance, grâce à un système de caméra et grâce aussi donc, aux mains expertes et habiles d'Isabelle Périchaud, donc, qui est bibliothécaire à l'Institut national d'histoire de l'art. Et puis, vous pourrez aussi, à la fin de la séance, donc, vous rapprocher du document et poser les questions que vous n'auriez pas pu poser à la fin de la séance. Donc, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et je signale juste que le cycle reprendra l'année prochaine et que la première date l'année prochaine sera bientôt sera très bientôt annoncée. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, regardez notre site ou regardez le site de la Bibliothèque nationale de France. Merci. Et de l'École nationale des chartes, puisque l'année prochaine, nous intégrerons dans notre cycle l'École nationale des chartes. Donc, très bonne soirée à tous. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Isabelle et moi sommes ravis de vous présenter ces cahiers de lycéens, dont je rappelle que voilà, ils sont gérés par l'INHA. Moi-même, je me considère aussi un peu comme un invité dans cette soirée. Ces cahiers de lycéens, c'est vraiment un témoignage exceptionnel qu'on peut avoir sur cet artiste, et d'ailleurs sur la jeunesse, l'enfance d'un artiste à Paris au début du 19e siècle. Témoignage donc extrêmement, extrêmement rare. C'est quelque chose que nous avons tenu, Sébastien Allard, directeur du département des peintures, et moi-même, nous avons tenu à le présenter, à l'évoquer dans l'exposition rétrospective qui se tient actuellement au musée du Louvre. Et d'ailleurs, je signale au passage que cette exposition aura une deuxième vie à partir du mois de septembre de cette année au Metropolitan Museum of New York, et à l'occasion de laquelle seront présentés aussi de précieux manuscrits de Delacroix conservés par l'INHA. Alors, dans cette exposition qui se tient à Paris, c'est une première depuis 1963. Ça faisait 55 ans qu'il n'y avait pas eu de rétrospective consacrée qui faisait l'effort de présenter une synthèse
une interprétation globale de ce qu'a pu être la carrière et l'inspiration et les processus de création de cet artiste protéiforme qui a travaillé près de 40 ans, donc une carrière tout de même assez longue, très féconde. Et nous avons absolument insisté pour présenter Delacroix non seulement comme peintre, comme dessinateur, mais aussi comme écrivain. Et pour ceux qui auront peut-être déjà découvert l'exposition, il y a 2 endroits très importants dans lesquels on a souhaité déployer des manuscrits. C'est la toute première salle, une sorte de préambule, de vestibule de l'exposition, où est d'ailleurs présenté un des carnets de lycéens de Delacroix, dans la toute première vitrine, le cahier numéro 8, qui date à peu près de 1815, que nous avons ouvert un folio où, parmi de nombreuses compositions latines, il y a un petit croquis esquissant la silhouette de Napoléon Bonaparte. Et au cœur du parcours, au milieu exactement de ce parcours scénographique, il y a une salle entière que vous voyez ici, dédiée donc à l'œuvre d'écrivain de Delacroix, Delacroix épistolier, Delacroix, disons, rédacteur d'articles de presse, théoricien et historien de l'art. Nous avons notamment la chance de présenter un brouillon pour un article publié dans la revue des Deux Mondes en 1830. Et puis surtout Delacroix diariste, avec une présentation vraiment exceptionnelle des cahiers reliés du journal de jeunesse et puis aussi des agendas du journal de la maturité. Donc, je crois que lors de l'exposition rétrospective de 1963, l'écrit avait assez peu de place. On était submergé de quantité de peintures, de dessins, plus de 500 œuvres. C'était vraiment une exposition qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. Mais cet éclairage sur les écrits de Delacroix manquait peut-être, en tout cas depuis les nombreuses publications scientifiques qui ont eu lieu depuis, surtout la réédition du journal par Michel Hanouche, publié en 2009 chez José Corti. Il nous semblait vraiment essentiel de revenir sur cette activité littéraire, épistolière, diariste, qui est vraiment indissociable de la compréhension du Delacroix plasticien. Nous avons donc choisi de vous présenter ce soir une forme de manuscrit de Delacroix encore peu connu et peu étudié, ses cahiers de classe. 15 sont conservés à la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Datés... Ah, pardon. Pardon. Nous avons donc choisi de vous présenter ce soir une forme de manuscrit de Delacroix encore peu connue et peu étudiée, ses cahiers de classe. 15 sont conservés à la bibliothèque de l'INHA. Datés de 1811 à 1815, ils mettent en lumière les 5 dernières années de la scolarité de l'artiste. Rappelons que le musée Delacroix conserve un cahier de brouillon daté de 1811. Ces humbles paperasses, pour reprendre les mots d'André Joubin, nous permettront d'évoquer la jeunesse du peintre, sa vie au lycée impérial, sa scolarité, ses relations familiales et amicales. Nous verrons que dans ces cahiers, d'apparence fort modeste, on retrouve les premières confidences graphiques du peintre. Mais avant d'examiner ces cahiers, je voulais vous présenter l'ensemble tout à fait exceptionnel formé par les écrits de Delacroix et conservé à la bibliothèque de l'INHA. Tout d'abord, des manuscrits reliés, comme les petits cahiers qui contiennent son journal de jeunesse, rédigé entre 1822 et 1824. Les agendas qui renferment le journal, entrepris à partir de 1847 et dans lesquels Delacroix consignera jusqu'en 1863, l'année de sa mort, les principaux événements de sa vie. Et bien sûr, ces cahiers de lycéens qui sont au cœur de l'exposé de ce soir. De la correspondance ensuite. Ce sont en effet plus de 600 lettres de Delacroix qui sont conservées à la bibliothèque de l'INHA. Elles sont adressées à sa sœur, Henriette de Verninac, à ses cousins de Strasbourg, les Lamé, à ses amis, Constant Dutilleux, Georges Sand, Marie-Élisabeth Boulanger-Cavé, ou bien encore à la famille de son marchand de couleurs, la famille Haro. Parmi ces lettres, un grand nombre proviennent des collections des historiens de l'art Roger Marx et de son fils Claude.
Depuis janvier 2016, les manuscrits de Delacroix conservés jusque-là à la Bibliothèque centrale des musées nationaux sont venus enrichir cet ensemble. Ancienne bibliothèque dite du Louvre ou encore des conservateurs, cette bibliothèque conservait un fonds de manuscrits composé d'inventaires de maisons royales, des lettres d'artistes, essentiellement du XIXe siècle, et de papiers de conservateurs. Ce fonds avait pour vocation l'étude et la documentation des œuvres conservées dans les musées nationaux. C'est ainsi que l'on trouve une lettre de Delacroix adressée à son ami Soulier à propos de l'accrochage de son tableau « La mort de Sardanapale » exposé au Salon de 1827. Voici ce qu'écrit Delacroix. « C'est ce matin qu'on a rouvert le salon. Ma croûte est placée le mieux du monde, de sorte que, succès ou non, ce sera à moi qu'il faudra s'en prendre. » Un autre exemple, un autre ensemble, des lettres adressées à Delacroix entre 1838 et 1860 par l'État. Ces lettres ont pour objet les commandes et les achats effectués par l'État auprès du peintre, comme par exemple la commande pour 10 000 francs du tableau « La prise de Constantinople » pour la Galerie des Croisades de Versailles. Enfin, rappelons qu'à la fin de l'année 1997, la Bibliothèque centrale des musées nationaux avait pu acquérir à la vente Achille Piron, ancien camarade et légataire universel du peintre, le dossier de l'inventaire après décès de Delacroix, classé par Maître Robin, notaire. Ce dossier comprend des documents relatifs à la maison de Champ-Rosé, achetée en 1857, des pièces comptables concernant l'atelier de la rue de Furstenberg, comme par exemple les honoraires dus à l'architecte Jules Laroche pour l'établissement des plans de l'atelier. L'ensemble de ces documents est intégralement numérisé et accessible depuis la bibliothèque numérique de l'INHA. En 1927, dans la Gazette des Beaux-Arts, André Joubin consacre un article aux 15 cahiers d'écoliers qui viennent d'entrer à la bibliothèque d'art et d'archéologie. Une entrée qui, aujourd'hui encore, suscite bien des interrogations, comme nous allons le voir. D'après notre inventaire, il serait rentré à la bibliothèque grâce à un don en 1938, le 2 mai 1938 très précisément. Or, nous l'avons vu, nous l'avons dit, André Joubin leur consacre un article dans la Gazette des Beaux-Arts en 1927. Dans cet article, Joubin signale que les cahiers sont arrivés à la bibliothèque d'art et d'archéologie avec des fragments du journal, grâce à l'intervention du mécène et grand collectionneur David Veil. Et en fait, il met ces fragments du journal en dépôt à la bibliothèque dès 1924. Un an plus tard, il intervient dans l'acquisition d'autres volumes du journal, et cette fois auprès de la famille Verninac, donc la famille de la sœur de Delacroix, Henriette. Et dans les deux cas, Joubin insiste bien là-dessus, sont joints au volume du journal des papiers divers, pour reprendre les mots de Joubin, donc, dans lesquels nous pensons reconnaître nos cahiers, mais sans plus de précision. Nous voici donc en présence de deux pistes possibles pour l'acquisition, soit une piste en 1924, soit en 1925. La seconde concerne la famille de la sœur donc, du peintre, les Verninac. Une famille propriétaire du château de Crozes dans le Lot. Intervient ici une anecdote qui malheureusement encore aujourd'hui reste à l'état d'anecdote et qui n'a pu être vérifiée. Je vous la livre. Il semblerait que par le plus grand des hasards, dans un recoin d'une bibliothèque du château de Crozes, on ait retrouvé 17 cahiers de classe de Delacroix. Nous savons que Delacroix aimait séjourner au château. En septembre 1820, par exemple, il s'y repose après avoir été malade durant l'été. À cette date, les Verninac quittent Paris et Delacroix lui-même quitte l'appartement familial pour s'installer dans un atelier rue de Varennes. Il y a donc là une succession de déménagements qui nous laisse penser, et la tentation est grande, que les cahiers ont été emballés puis transportés de Paris jusque dans le Lot. De plus, quelques années plus tard, en 1860, le château fut restauré et la chambre qu'occupait Delacroix dans sa jeunesse transformée en bibliothèque.
Donc nous sommes toujours devant une énigme qui reste entière, mais l'idée d'une cachette secrète dans laquelle on aurait retrouvé les cahiers du futur peintre rajoute à ces manuscrits une part de mystère. Donc, nous reprenons l'article d'André Joubin en 1927. Donc, les cahiers sont entrés à la bibliothèque d'art et d'archéologie. Et voici ce qu'il donne comme description. Ce sont des feuilles de papier verger du XVIIIe siècle, de format in-folio, coupées et pliées en 4, puis cousues en cahiers de 60 pages. Ce sont en effet des cahiers carrés, de brouillons ou d'exercices dont le format, la taille et même la couleur du papier varient. Comme les copies d'examen, ils étaient très certainement fournis par le lycée impérial. La première page, ou page de couverture, comporte en général le nom de l'élève, une date, l'intitulé de la classe et le nom du professeur. Elle peut être très soignée, comme la page consacrée au siècle de Louis XIV, ou comporter des croquis puisés dans l'imagination de l'adolescent. Ou, bien encore, comme le cahier présenté ce soir, débuter immédiatement par le déroulé des cours et des leçons. Donc là, s'il vous plaît, un zoom sur le cahier 4. Voilà, donc là. Tout en haut de la page, effectivement, vous pouvez lire la date, ici, du 8 janvier 1813, une époque alors, à laquelle Delacroix, a priori, se trouverait en premier cours d'humanité au lycée impérial. Il a alors 14 ans et demi. Et puis, si on se déplace légèrement sur la droite, vous voyez donc l'intitulé de ce cahier, qui est un cahier de brouillon, c'était un cahier de travail. Ce n'est pas évidemment les cahiers très propres qui étaient tenus en classe. Donc cahier A Eugène Delacroix, c'est évidemment un peu agaçant, mais c'est toujours A, dédié aux exercices de version. Et vous voyez déjà apparaître un peu partout, qui envahit la page, Del, Delac, Delacroix, etc., des quantités d'essais de signatures qui s'infiltrent un peu partout. Et si on revient sur la marge de gauche, merci, et qu'on descend, on descend tout doucement, voilà, vous voyez encore Del, Delac, Delacroix, et vous voyez cette étrange inscription que l'on peut déchiffrer comme étant Largo Satiari Quibo. Donc nous avons affaire à du latin, un extrait de citation latine dont le sens en français serait « se rassasier de nourriture en abondance ». Alors c'est quelque chose de très étrange que l'on rencontre tout aussi souvent, aussi fréquemment que ces signatures ou essais de signatures, qui donc a trait à quelque chose de personnel que Delacroix laisse derrière lui aussi souvent que son nom. Vous le voyez, il y a une sorte de pulsion irrépressible d'autographe. Ici, Delacroix ne peut pas s'empêcher d'essayer, de réessayer, de laisser sa trace, d'imaginer quelle pourrait être la signature idéale. Alors ce n'est pas du narcissisme à l'état pur, je pense que tout le monde, tout adolescent a essayé de le faire. C'est une époque d'affirmation de soi, où on essaie de trouver, d'y voir clair dans sa personnalité, de savoir sous quelle forme on va faire son apparition dans le monde public. Un monde public où, évidemment, un jeune homme comme Delacroix est amené à faire son apparition, puisque au lycée impérial, eh bien, on forme les futures élites de l'Empire napoléonien. Si l'on passe à l'autre cahier, vous voyez ici que la page de couverture a été abondamment envahie de graffitis en tous sens. Et là, outre les Del, Delac, Delacroix que l'on voit un peu partout, on voit apparaître d'autres prénoms. Alors, en restant à peu près à ce niveau-là, vous voyez Ferdinand,
qui apparaît. Alors Ferdinand, c'est tout simplement l'un des prénoms, c'est le premier prénom de baptême de Ferdinand Victor Eugène de la Croix. Si l'on relit son acte de naissance. Si l'on se déplace vers la droite, vous voyez, voilà, après ce croquis de vieillard, vous avez à nouveau Ferdinand. Et si vous descendez un petit peu, vous avez Charles. Charles qui apparaît, et Charles, c'est à la fois le prénom de son père, son père bien-aimé qui est mort déjà à cette époque-là, puisqu'il est mort en 1804. Là, nous sommes sur un cahier daté de 1814, donc nous sommes 10 ans après. Et c'est aussi le prénom du frère aîné, Charles-Henri, général d'Empire, qui, à ce moment-là, au moment où Delacroix inaugure ce cahier, eh bien, nous sommes en mars 1814, Charles-Henri Delacroix a été fait prisonnier lors de la campagne de Russie en juillet 1812, et il ne rentrera pas avant le mois de juillet 1814, donc après l'effondrement de l'Empire et l'abdication de Napoléon Bonaparte. Et si nous remontons en haut de la page, parmi tous ces D majuscules qui se pressent, on retrouve l'intitulé Cahier A Eugène Delacroix. Et nous voyons en dessous l'intitulé, disons, du maître principal qu'il avait à cette époque-là, donc chez Monsieur Marchand, professeur de seconde, dans le mois de mars. Donc Delacroix serait à ce moment-là, effectivement, dans ce que l'on pense être la seconde année d'humanité, ou deuxième cours d'humanité, donc en ce printemps 1814. Alors on va revenir, donc on va s'extraire du cahier, on va revenir un petit peu à notre présentation. Donc ce lycée dans lequel Delacroix fait sa scolarité, c'est le lycée le plus prestigieux de Paris, puisqu'il a été fondé au XVIe siècle par les jésuites sous le règne d'Henri II. Il s'appelait alors le Collège de Clermont. Puis il a pris sous Louis XIV, par flatterie politique de la part des jésuites, ce qui est tout à fait leur type, le titre de Collège Louis le Grand, qui a toujours bénéficié d'une excellente réputation, puisque la plus haute noblesse du royaume y envoyait ses enfants. Mais évidemment quand même pas les princes de sang ni les rois qui gardaient évidemment leurs enfants dans leur palais, et donc avec l'aide de professeurs particuliers. Après l'expulsion des jésuites de France en 1762, l'établissement poursuit son activité en centralisant tous les différents collèges parisiens sous l'autorité directe du roi et de l'université de Paris. Le collège perdure sous la Révolution. Il devient institut central des boursiers à partir de 1792, le titre Louis le Grand évidemment n'étant plus soutenable, puis collège de l'égalité, puis à partir de 1798, année de naissance de Delacroix, on l'intitule le Prytanée français. Il prend ensuite le titre de lycée de Paris en 1802 et enfin, en 1805, le lycée impérial. Il constitue la tête de pont de l'enseignement secondaire prestigieux parisien, avec également le lycée Bonaparte et le lycée Napoléon et le lycée Charlemagne. Alors c'est d'ailleurs la première fois à partir de 1802 que le terme lycée est utilisé pour désigner un établissement d'instruction secondaire. Alors l'objectif, c'est d'y former l'élite des hauts fonctionnaires de l'Empire napoléonien en rassemblant des boursiers d'excellent niveau issus de l'ensemble du pays, en privilégiant cependant les enfants de militaires et de hauts fonctionnaires. L'enseignement se fait dans une stricte discipline militaire qui réclame un silence absolu en dehors des récréations et le port de l'uniforme. Alors, est-ce qu'on peut faire réapparaître le PowerPoint, s'il vous plaît ? Non, pas la caméra. Le PowerPoint, s'il vous plaît. Voilà. Non. Ah d'accord, c'est à moi de... Pardon, c'est à moi de... Ok.
Donc voilà, on a très peu d'iconographie sur le lycée Louis-Grand, mais voici les uniformes. Vous voyez tout à gauche celui qui était porté sous le Premier Empire à partir du nouveau règlement intérieur de 1806, qui est où vous voyez on portait encore la culotte à cette époque. Ce n'est que sous Louis-Philippe que sera introduit le pantalon. Et les jours de cérémonie, il y avait un bicorne qui était fourni. Cet habit était en drap de laine bleu, agrémenté de boutons en laiton. Et pour des raisons d'hygiène, on portait les cheveux courts. Le lever se tenait à 5h30 le matin, le coucher à 20h. Alors Eugène Delacroix, en qualité de fils de préfet de la République française, puis de l'Empire, est naturellement admis dans cet établissement. Son père s'était éteint brutalement le 4 novembre 1805 à Bordeaux, dans l'exercice de ses fonctions de préfet de la Gironde, alors que Delacroix venait d'entrer au lycée de Bordeaux. Sa mère, veuve Delacroix, décide alors de quitter la ville et de rejoindre sa fille Henriette à Paris. Donc ils emménagent tous en janvier 1806, rue de Grenelle. Et par conséquent, Eugène effectue sa rentrée au lycée impérial de Paris en octobre 1806. Il a à peu près 8 ans et il est, disons, dans ce qu'on appellerait à peu près le niveau CE2 ou CM1. Et il rentre visiblement dans ce que l'on appelait à cette époque la 7e classe. Et donc on remonte d'année en année. Il semblerait, c'est assez difficile de comprendre le système scolaire à cette époque-ci. Les noms ne sont pas, varient parfois. Et il semblerait qu'il y a eu en plus un changement de réglementation en cours du Premier Empire, ce qui fait que tout le monde ne s'accorde pas sur les termes. En tout cas, dans les intitulés, on voit apparaître très clairement dans les registres de distribution des prix Delacroix en 1809-1810 se trouve en 4e classe et dans l'année 1810-1811 on le retrouve en 2e cours, 2e année de grammaire. En 1811-12, il entre en première année d'humanité, une première année d'humanité qu'il fait en 2 ans, bizarrement. Alors aurait-il redoublé Bon, vous le verrez, a priori, ça, on en doute un peu parce qu'il semble avoir été un bon élève. En 1813-14, donc on le voit apparaître en 2e cours d'humanité, et il semblerait qu'il ait effectué dans l'année 1814-15, donc sa dernière année de scolarité, ses classes de rhétorique. En principe, on pouvait aller plus loin. C'était la classe de philosophie qui était préparatoire au baccalauréat, mais Delacroix peut-être soit ne disposait pas du niveau suffisant, soit surtout cette situation familiale ne permettait plus de prolonger sa scolarité puisqu'il venait de perdre sa mère en septembre 1814, une disparition prématurée qui avait précipité la ruine de la famille. Et Delacroix devait donc probablement déjà à ce moment-là réfléchir à subvenir à ses besoins. On sait qu'il a occupé ses très jeunes années à des travaux de dessin alimentaire, soit pour le compte, soit livrer des caricatures sous forme de lithographie pour des journaux satiriques, soit offrir ses talents de dessin, de dessinateur et d'aquarelliste pour mettre au propre des brevets, des dessins techniques pour des brevets déposés par des inventeurs ou des scientifiques en vue donc de les faire accepter par l'Académie des sciences. Alors, et puis on sait qu'à cette époque-là, il réfléchit déjà à entrer dans l'atelier du peintre Pierre-Narcisse Guérin, chez qui il entre effectivement à partir du printemps 1815, pensons-nous. Et on sait qu'il lui avait déjà rendu visite en 1813, évoquant dans une lettre à un ami le fait qu'il souhaitait déjà bientôt quitter le lycée. Je cite cette lettre adressée le 25 août 1813 à son ami Jules Allard. « J'ai été ce matin chez monsieur Guérin lui faire mes adieux. J'y ai admiré les beaux tableaux qu'il exposera aux curieux le salon prochain. J'ai du regret de ne pouvoir cette année étudier chez lui, mais quand je ne serai plus à ce lycée, je veux y passer quelque temps pour avoir au moins un petit talent d'amateur. »
Alors, l'enseignement donc au lycée, donc Delacroix suit avant tout la carrière des belles lettres, les classes de belles lettres. L'enseignement s'étend sur un volume horaire d'à peu près 29 à 30 heures par semaine, dont la plupart est consacrée au latin et au grec, mais aussi avec des langues vivantes. Dans ce lycée, on enseignait avant tout l'anglais, l'allemand, et aussi le turc, figurez-vous. Alors oui, ici on voulait vous montrer ce dessin parce qu'on y voit sans doute une caricature d'un de ses professeurs qui siège ici vêtu de l'épistoge, très digne, mais pour lequel Delacroix se moque puisqu'il évoque, il le rapproche du signor Pangloss, vous savez, cette espèce de monsieur je sais tout que l'on rencontre dans le conte philosophique Candide de Voltaire. Et donc, parmi les enseignements des lettres, Delacroix privilégie l'anglais, mais aussi l'italien. L'italien dont on voit des apparitions dans des leçons de grammaire qu'il répertorie dans ses cahiers, mais aussi dans les jeux de mots, enfin dans ces évocations qu'il laisse dans notamment le cahier numéro 8, celui qui est exposé en ce moment au Louvre. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous le présenter ce soir en direct, mais voyez qu'il imagine ce que donnerait son nom en italien, il signor della croce, le seigneur de la croix. Et puis en rajoutant qu'il est un bon garçon, un buon ragazzo. Et puis sur une autre page empruntée au carnet 9, on voit Delacroix s'imaginer cette fois-ci dans un autre avatar, Monsieur l'Englishman, et s'essayer dans des graphies très anglaises et gothiques de English. Et puis là, vous voyez encore apparaître cette mystérieuse devise Largo Satiari Quibo, cette devise latine dont nous vous donnerons la solution à la fin de cette conférence. Et oui, ça vous oblige à rester jusqu'au bout. Donc ces langues vivantes que Delacroix compte parmi ses matières préférées. Il estime que la pratique d'une langue étrangère est la première qu'on devrait acquérir. Il est si doux de jouir des productions de tous les genres et de tous les pays. Voilà, c'est grâce à cet apprentissage qu'il s'amusera très tôt, après le lycée, à s'entraîner à lire et traduire lui-même Dante dans le texte, ce qui n'est pas facile du tout pour un novice en italien. Et puis, il s'essaiera aussi à lire Walter Scott et Lord Byron, surtout dans le texte. Et puis, il se donnera pour exercice d'essayer de faire des lettres en anglais à ses amis anglais, notamment les frères Fielding ou Richard Parkes Bonington. Là aussi, après être sorti du lycée, pour entretenir son niveau de langue en anglais. Mais je vous le dis, la majeure partie de l'enseignement est tout de même consacrée au latin et au grec. Un enseignement d'ailleurs qui est resté très profondément ancré chez Delacroix et là aussi qu'il entretient, qu'il essaie d'entretenir après sa sortie du lycée. On le voit par exemple lorsqu'il est en vacances en forêt de Boix en octobre 1818. Il envoie à son ami Jean-Baptiste Pierret une traduction personnelle d'après Virgile. « Je suis tout surpris de me voir pleurer sur du latin », explique-t-il. « La lecture des anciens nous retrempe et nous attendrit. Ils sont si vrais, si purs, si entrant dans nos pensées », donc écrit-il en octobre 1818. Mais revenons tout de suite dans les cahiers avec ces exercices redoutables de version latine. C'est Isabelle qui va vous les présenter. Oui, j'ai la lourde tâche de vous présenter donc les devoirs donc des élèves du lycée impérial, qui sont essentiellement des versions et des thèmes. Mais donc revenons au cahier 4. Donc nous sommes le 8 janvier 1813. Delacroix est alors âgé donc de 15 ans et il débute son cahier par une version. Il suit donc le premier cours d'humanité. Ce qui signifie qu'il a suivi durant les 3 années précédentes les cours de grammaire, de vocabulaire des langues grecques, françaises et surtout latines. Donc une prédilection pour le latin qui est à l'époque la matière reine. Donc on va poursuivre
tournage des pages jusqu'au folio 8 pour découvrir un beau texte en latin. Alors je vous laisse découvrir l'aspect fort modeste de ce cahier avec ses tâches, avec ses ratures. Donc on est bien là dans un cahier de brouillon, un cahier d'exercice. Toujours envahi d'essais, de signatures, hein, partout, vous le voyez, il ne peut pas s'en empêcher, avec des essais de majuscules en anglaise, des chiffres, des entrelacs d'initiales. Donc une prédilection pour le latin. Vous avez à l'écran une belle page en latin intitulée Ebrietas rustici, donc l'ivresse du campagnard ou du paysan. Très certainement un texte élaboré par un professeur. Donc le quotidien de l'élève est rythmé par une succession de cours, de leçons et de devoirs. Pour les leçons, le professeur choisit un texte éloquent. Il le commente et fait répéter aux élèves ce qu'il vient de dire. Il leur demandera par la suite d'apprendre par cœur et de réciter les plus beaux passages. Viennent ensuite les devoirs. Ce sont donc essentiellement des versions et des thèmes qui sont dictés à l'élève. Donc je rappelle qu'une version est un exercice qui consiste à traduire dans la langue maternelle un texte proposé dans une langue étrangère. Le thème est son exact contraire. Donc poursuivons jusqu'au folio 15, où nous allons découvrir une version grecque qui en fait traite d'histoire romaine. Donc, elle traite très certainement d'un épisode tiré de la vie des hommes illustres de Plutarque. Ce passage relate les exploits du général romain Camille. Celui-ci s'était distingué en chassant les Gaulois de Rome, des Gaulois qui avaient pu s'introduire dans la ville de Rome après avoir vaincu les Romains sur la rivière Allia en 300 avant Jésus-Christ. Donc là, on va pouvoir zoomer sur la rivière Allia en grec, et sur le nom de Camille, toujours en grec. Donc vous avez le texte en grec et le texte en français en dessous. Donc les succès semi-légendaires de Camille et plus généralement l'histoire de Rome, qui est faite d'une succession de conquêtes, ne pouvaient que plaire aux professeurs du lycée impérial, dont la mission première était d'éveiller les sentiments guerriers des jeunes garçons. Au lycée impérial, en effet, on laissait de côté les considérations morales pour se concentrer sur tout ce qui pouvait rappeler les conquêtes napoléoniennes, c'est-à-dire les récits de bataille et les histoires aux accents épiques. Donc cet objectif, nous allons le retrouver dans deux autres versions, consacrées cette fois à la guerre des Macédoniens et des Perses, donc au folio 7, où on trouve cités les principaux protagonistes de ce haut fait guerrier, le mercenaire Xénophon, le roi lacédémonien Agésilas, et un petit peu plus loin, le roi Philippe de Macédoine, et bien sûr son fils Alexandre le Grand. Donc vous pouvez remarquer que les feuilles sont écrites au fur et à mesure, au gré du devoir, avec des interruptions et des reprises, ce qui est vraiment le propre d'un cahier de brouillon, un cahier d'exercice. Donc évidemment, ces exemples de sujets, de versions, de thèmes, et puis ensuite, d'ailleurs, en montant en difficulté à mesure que Delacroix avance dans ses classes, on arrive aussi à des exercices où on demande aux élèves de produire des compositions en latin et de produire des vers latins.
Donc on voit qu'il accède d'une part à un excellent niveau de maîtrise de ces langues anciennes, mais qu'à chaque fois, c'est toujours par le biais d'exemples historiques qui favorisent évidemment l'épanouissement de sentiments patriotiques et surtout guerriers. Aisément, que l'on attend évidemment de la part d'un enseignement prodigué par l'empereur des Français qui se lance à la conquête de l'Europe et qui compte sur la formation de cette élite qui devra conforter la solidité de cet empire. Donc d'où cette récurrence du personnage d'Alexandre le Grand, notamment dans ces exercices. Il est évident, d'une part, que Delacroix sortira de cet enseignement aux humanités classiques une grande culture, une grande érudition, une excellente maîtrise de la langue française aussi, une maîtrise grammaticale, une maîtrise syntaxique et même une maîtrise stylistique. On est frappé, par exemple, que dans les premiers romans ou nouvelles historiques que Delacroix produit à peu près au même moment, notamment dans l'un des récits intitulé Alfred, qui vient d'être publié d'ailleurs grâce au tout le travail d'édition historique et critique de Servan Darny, de l'INHA. Eh bien, il accède à une sorte de synthèse du style, et notamment par l'emploi de la métonymie ou de l'ellipse temporelle. Il accède à une virtuosité de style qui est proche, par exemple, de celle de Tacite dans les Annales. Je vous lis les toutes premières lignes, par exemple, de sa nouvelle Alfred, que l'on date à peu près entre 1814 et 16. Guillaume le Conquérant portait la guerre dans la France. Une foule de seigneurs venait de toutes parts se ranger sous les bannières et courait sur ses pas chercher de la gloire et des périls. Le comte de Bartman, l'un des plus braves chevaliers d'Angleterre, ne voulut pas rester oisif dans un moment où tous ses compagnons d'armes prenaient l'épée et allaient tirer vengeance d'une nation ennemie. Il partit donc à la tête de ses nombreux vassaux et fut se joindre aux guerriers de Guillaume. Le trajet fut court. À peine les chevaliers anglais aperçoivent cette terre odieuse de la France qu'ils font retentir le rivage de cris d'allégresse. Les Français répondent par des frémissements de rage et le son terrible des trompettes. Déjà les traits sifflent dans les airs. Déjà plus d'un chevalier est étendu sans vie. Le combat devient affreux. Des ruisseaux de sang coulent de part et d'autre des Français combattant pour la patrie. Mais ils sont enfin forcés de céder au nombre. Les vainqueurs, après avoir dicté des lois aux vaincus, remirent la voile. Donc vous voyez qu'à peine en une page, Delacroix nous décrit une épopée avec beaucoup de brio, de rapidité, de synthèse dans le style. Et ça, c'est quelque chose que quelqu'un qui est pétri de langue latine peut seul maîtriser. Ce qui est intéressant, c'est aussi que dans ce roman, il est capable de se mettre bizarrement du point de vue des Anglais. Contre la nation française ennemie. Ce qui veut dire que cette espèce évidemment, de formation impériale, enfin de formation dans le lycée impérial, elle fait rentrer une espèce de bourrage de crâne, certes, dans le cerveau de ces jeunes têtes blondes, mais Delacroix a visiblement une maturité suffisante pour prendre de la distance, et cela se traduit non seulement, par exemple, dans cette nouvelle, dans laquelle il prend le parti le point de vue des Anglais face aux Français, mais aussi dans un texte de composition libre, une composition française cette fois-ci, que l'on retrouve dans les folios 9 à 12, toujours de ce carnet 8 exposé actuellement au Louvre, de ce cahier 8, où là, Delacroix imagine le discours prononcé par un Hollandais, alors peut-être le Stadhouder, au XVIIe siècle, à ses concitoyens, sur l'imminence du danger d'invasion de la Hollande par les troupes françaises de Louis XIV. Et il commence ce discours par « Il n'est plus temps de dissimuler, messieurs, le danger est réel. Il nous presse et dans quelques instants peut-être, il deviendra mortel. Je ne viens donc plus, comme autrefois, dans des temps plus heureux, rappeler vos esprits à des projets de commerce, d'agrandissement et de conquête. Il s'agit de sauver la patrie, messieurs. La patrie est en danger. » Et ensuite, donc, l'idée, c'est de repousser l'invasion française par le sacrifice du pays, en faisant sauter les digues qui protègent les Pays-Bas de la mer.
Et par conséquent, l'auteur, le jeune auteur, se lance dans un véritable hymne, dans un hymne à la liberté de la République des Provinces-Unies contre l'invasion du tyran français. Mais c'était peu pour nous d'avoir contre nous les éléments, c'était peu d'avoir à combattre la nature. Un torrent déchaîné 1000 fois plus terrible que l'océan s'avance en roulant sur la Hollande. Il va l'engloutir à jamais, et cette fois-ci, les digues ne pourront comprimer sa furie. C'est à l'instant où l'esclavage est là que vous redoutez l'inondation, et vous osez marchander avec l'esclavage, vous osez calculer quand vous devriez avoir agi. Ce remède est terrible. Je le sais comme vous, je sais qu'après l'inondation, il faut renoncer pour des années à la jouissance de nos campagnes. Mais que nous importent après tout les jouissances d'un pays dont nous ne serons plus les maîtres? Que me fait à moi la conservation d'une province française? N'avons-nous pas une autre patrie? Batavia n'est-elle plus la nôtre? Là, il évoque la colonie de Batavia, en actuelle Indonésie. Qu'importe que nous habitions tel ou tel pays, pourvu que la liberté nous y suive, la patrie, ce sont les citoyens, c'est nous-mêmes, et quand Batavia nous manquerait, la véritable patrie du Batave, de son point ses vaisseaux. L'humiliation du tyran sera la plus douce récompense des amis de la liberté. Nous combattrons pour elle, citoyens, avec elle nous triompherons de la servitude, et quand notre attente devrait être trompée, nous périssons comme des républicains en combattant pour la liberté. Donc, vous voyez que cette composition de 1800, à peu près datée de 1815, elle met très clairement en évidence le fait que Delacroix a été formé à des citoyens, a été formé à des sentiments patriotiques, mais certainement pas nationalistes. Ce qui compte avant tout pour lui, c'est la défense de l'idée de république et de liberté, parce que Delacroix se souvient avant tout qu'il est le fils d'un préfet, d'un ministre et d'un ambassadeur de la République française, qui d'ailleurs, Charles Delacroix, a été en poste en République batave, sous le Directoire. Il y a peut-être aussi ce souvenir qui remonte, mais toujours est-il qu'il a quand même une maturité, une distance par rapport à l'émergence d'un patriotisme un petit peu, disons, étroit d'esprit, qui est tout à fait remarquable et qui dénote évidemment son indépendance d'esprit qu'il aura jusqu'à la fin de sa vie. Alors, après tout cela, nous allons peut-être nous repencher sur le cahier 4, avec, pour évoquer notamment sur un des folios, les mathématiques. Alors ici, les mathématiques, c'est plus un problème, hein. Delacroix n'est pas matheux du tout. Bon, on lui pardonne. C'est quelque chose avec lequel il se bat toute sa vie, mais il s'arrangera tout de même pour que il se souviendra tout de même du fait qu'il faut bien gérer ses affaires, contrairement aux opérations financières malencontreuses qu'a fait sa mère et sa sœur aînée. Donc, vous voyez ici quelques opérations, des exercices d'arithmétique, et puis suivi aussi d'une table de multiplication sur une petite feuille de volante. Alors peut-être s'agit-il d'une anti-sèche, on ne sait pas. Mais cela dit, donc même si c'est un enseignement encore assez réduit dans ces classes, l'empereur souhaitait tout de même adapter l'enseignement scolaire aux besoins militaires et à ceux de la révolution industrielle en germe. Les mathématiques et les sciences restent cependant des matières secondaires, loin derrière le latin et le grec. Alors si vous aurez remarqué quand même effectivement ce dessin là sur la gauche, qui envahit largement les opérations de division, de multiplication, qui montre un peu la distraction de l'élève Delacroix, et qui s'amuse à évoquer ici un condisciple par sa jambe, jambe de Crémieux d'après nature. Alors Crémieux, c'est le fort en thème, c'est le premier de la classe, certainement la tête à claque aussi, d'envoyer ici le souvenir. Et Crémieux, effectivement, on le retrouve partout en premier prix cette année-là. Donc nous sommes en 1813. Alors Delacroix, lui, n'a jamais recueilli de premier prix.
mais il a reçu un certain nombre d'accessites. Donc les accessites, ce sont un peu les lots de consolation pour ceux qui arrivent pas trop loin derrière le premier et le deuxième prix. Il aura, je crois, des accessites, alors j'essaie de retrouver la liste, des accessites alors 3 en version grecque, 1 en thème latin, 1 en version latine, 2 en grammaire, 1 en histoire-géographie et 1 en dessin. En dessin d'après la ronde Bosse, première accessite remportée en 1814. Alors ce qui nous amène à l'enseignement du dessin, qui est un enseignement obligatoire, prodigué à l'ensemble des classes, donc dès les petites classes jusqu'à la fin. Un enseignement qui est organisé de manière très stricte. Dans les toutes premières années, on copie avant tout d'après des gravures, ensuite d'après des dessins réalisés par le maître, puis d'après la ronde bosse, donc des moulages en plâtre, et enfin, pour les plus aguerris, pour les plus mûrs aussi, ceux qui sont les plus proches de l'âge de la majorité, eh bien, des exercices d'après nature, donc d'après des académies de nu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur Marchand, professeur de seconde, que nous avons rencontré sur la page de garde d'un des cahiers, aurait écrit justement à la mère de Delacroix: « Madame, votre fils devrait étudier la ronde bosse plutôt que de rêver sur les bancs du gymnase. Le latin et le grec, c'est pour lui le profil de César et le cheval d'Alexandre. Il n'apprend pas ses déclinaisons. » Donc voilà, visiblement, effectivement, on sent une appétence ici pour le dessin. Alors un enseignement du dessin, et là nous allons revenir à notre PowerPoint, qui est assuré par Pierre Bouillon en ces années-là, au lycée impérial. Un professeur donc, qui a marqué l'enseignement de cette matière au lycée impérial, puisque pendant 18 ans, il a eu la lourde charge de le réorganiser, de l'exercer, de le diriger. Alors, ainsi que tous les professeurs de dessin de l'établissement, il a été choisi par l'administration en raison de ses talents officiellement reconnus. Et les voici, ces talents, puisque donc en 1797, M. Bouillon avait obtenu le premier prix de Rome de composition artistique, partagé cette année-là ex aequo avec 2 autres candidats, Louis-André Gabriel Bouchet et Pierre-Narcisse Guérin. Guérin, donc le futur maître d'atelier de Delacroix à partir de 1815. Donc vous avez ici un exemple, un des chefs-d'œuvre de M. Bouillon, présenté au salon de 1801, conservé aujourd'hui à Rouen, qui montre évidemment tout l'art néoclassique davidien à son apogée, et un sujet qui en plus est intéressant puisqu'il s'agit d'une fable. Donc il y a toujours, vous voyez que M. Bouillon avait d'emblée tout à fait vocation à prodiguer un enseignement auprès de jeunes élèves, puisqu'il savait parfaitement ordonner l'art du dessin avec l'art de la morale et des fables. Pierre Bouillon a passé également presque 20 ans de sa vie à reproduire par le dessin et l'eau forte plus de 4000 pièces de l'importante collection des chefs-d'œuvre antiques constitués après les victoires révolutionnaires et impériales. Ce gigantesque travail est consigné dans 3 in-folio intitulés « Le musée des antiques ». Et donc c'est tout naturellement qu'il était voué à transmettre à ses élèves le goût de l'antique, c'est certainement, il devait donner donc ses propres gravures, ici, dont on a ici des exemples, avec une Vénus victorieuse et l'Apollon lycien, comme exercice évidemment d'entraînement à ses élèves. Au milieu de tout ça, il y a aussi l'irruption de la vie politique, une vie politique qui s'insère dans le quotidien de Delacroix. Rappelons que nous sommes sous le Premier Empire et sa famille est directement associée aux événements. En 1807 avait eu lieu le déménagement, un nouveau déménagement au 114 de la rue de l'Université, et puis aussi la mort du frère, l'un des 2 frères aînés, Henri, mort le 14 juin 1807 à la bataille de Friedland, tué par un boulet de canon.
En novembre, le père d'un excellent ami et condisciple de Delacroix, Félix Guilmardet, qui avait été ambassadeur, nous allons y revenir, est interné suite à un scandale qui a mis en évidence sa démence. Par conséquent, la mère de Delacroix, Victoire, récupère l'enfant, le petit Félix, lorsque Madame Guilmardet doit se déplacer pour régler les affaires de succession. Voilà, Eugène et Félix grandissent véritablement ensemble, parfois au domicile même de la mère de Delacroix. Et lorsque la mère de Delacroix mourra, eh bien, c'est Madame Guilmardet qui prendra sous son aile le jeune Eugène. En 1812, c'est le début de la forte dégradation financière de la situation familiale. Madame Delacroix se fait adjuger la forêt de Boix en Charente, mais qui est grevée d'hypothèques dans l'espoir de la revendre à l'État, mais c'est une opération qui échouera. Et donc, à partir de là, commencent vraiment des difficultés de plus en plus grandes et des ventes forcées que la mère de Delacroix est forcée de faire. On apprend en même temps, durant cette fatale année 1812, que l'autre frère aîné, Charles-Henri, a été blessé, fait prisonnier lors de la campagne de Russie. Il restera 2 ans loin de sa famille, loin de sa patrie, puisqu'il ne rentrera pas avant juillet 1814. En 1813, Delacroix termine l'année sur un rapport scolaire très favorable, où il dit que c'est un élève docile. Seul un professeur dit que sa tête ne lui revient pas, qu'il trouve qu'elle est un peu trop exaltée, toujours trop exaltée. Et en août, donc Delacroix, comme je vous l'ai dit, rend visite à l'atelier de Pierre-Narcisse Guérin avant de passer un mois de vacances à l'abbaye de Valmont chez ses cousins. Et arrive l'année 1814, année troublée s'il en est, avec les événements qui sont notamment la bataille de Paris, l'arrivée des troupes coalisées à Paris. Et ça, on en a une trace dans ces cahiers. Rouvrons le cahier 10 au folio 9. Et donc sur la page de droite, si vous approchez dans le milieu, vous avez cette date du mercredi 29 mars. Et dessous, vous voyez que c'est le jour de la canonnade. Effectivement, les coalisés sont aux portes de Paris, postés à Pantin, Aubervilliers principalement, donc les troupes russes et prussiennes. Et Delacroix entend depuis les salles de classe du lycée les bruits du canon qui parviennent donc jusqu'à son oreille. C'est quelque chose qui a dû effectivement profondément le troubler, l'interroger, d'autant qu'il ne pouvait pas ne pas penser à son frère aîné qui était encore prisonnier à cette époque-là. Alors, nous revenons ici à notre PowerPoint, une fois de plus, pour évoquer, c'est l'occasion d'évoquer de plus près ce contexte familial très important. Alors voilà, juste ce tableau d'Horace Vernet pour rappeler ce qu'ont été ces combats à la barrière de Clichy notamment, durant toute la journée du 30 mars, avant que l'armée française ne capitule définitivement et ne laisse entrer pacifiquement les troupes russes, les Cosaques notamment, qui vont profondément impressionner le public parisien. Il faut quand même se rappeler que la France n'avait pas été envahie, enfin ses frontières n'avaient pas été envahies par des troupes étrangères depuis au moins le début du règne de Louis XIV. Donc voilà, pour les Français, c'était quand même un véritable choc dont ils n'avaient plus souvenir depuis plus de 2 siècles, de l'irruption de troupes étrangères jusqu'aux portes de Paris. Oui, ce contexte familial, revenons rapidement dessus. Vous découvrez ici à gauche un portrait du père. Alors, le père officiel, le père selon l'état civil de Delacroix. Je ne rentrerai pas dans la polémique de savoir quel est le père biologique de Delacroix. C'est un peu trop compliqué. Je laisse ça à des généticiens. Ce sont eux, peut-être un jour, qui régleront la question. Toujours est-il que Delacroix, Eugène, en tout cas, est très fier de son père, un père d'autant plus idéalisé qu'il l'a perdu très jeune. Il avait 7 ans lorsqu'il est mort, donc en exercice de préfet. Il avait été auparavant ministre des Affaires étrangères pour le compte de la République, ambassadeur, et puis tout simplement, il avait commencé sa grande carrière politique en qualité de député de la Convention.
et fait partie des députés régicides, ceux qui ont voté la mort de Louis XVI. La mère de Delacroix, elle, est issue de l'aristocratie du faubourg Saint-Antoine. Les plus grands ébénistes fournisseurs du garde-meuble de la couronne sous Louis XV et Louis XVI, Jean-François Ébène et François-Henri Risner, sont tout simplement voilà, son père et son père adoptif à Victoire. Et puis, les deux grandes figures fraternelles que Delacroix avait en tête, les voici. Donc Henriette à gauche, portraiturée par David alors qu'elle était l'épouse de Raymond de Verninac, préfet de Lyon, premier préfet du Rhône, nommé par le consul Bonaparte. Donc qui était devenue quasiment la femme la plus admirée de Lyon et de Paris à cette époque-là, réputée pour sa beauté noble de Junon, ou de matrone romaine, que David retranscrit ici avec un talent exceptionnel. C'est un tableau qui fait partie des collections du Louvre, mais dans la donation Bestegui, qui n'est pas présenté avec les autres David. Et puis à droite, un autre portrait tout aussi fascinant, c'est celui donc de ce frère Henri, le deuxième frère, celui qui est mort à la bataille d'Eylau. Vous avez ici son portrait présenté au salon de 1804, donc 3 ans avant sa mort, par Henri-François Risner, donc le fils de la grand-mère maternelle de Delacroix et de son remariage avec l'ébéniste Risner. Eh bien, le fils était portraitiste, grand peintre de portraits au service de Napoléon, de la cour impériale, mais aussi des cours européennes. Il a passé au moins 5 ou 6 ans en Russie, en Prusse, après l'effondrement de l'Empire. Il a réalisé de ce magnifique portrait. Et lorsque vous rendiez visite, Philippe Burti le raconte, quand on rendait visite à Monsieur Eugène Delacroix dans son atelier et dans son appartement, plus précisément, on vous faisait attendre avant d'être reçu dans une antichambre, peinte en blanc, avec un mobilier très simple, une petite pendule 18e posée sur une cheminée en marbre, quelques sièges tendus de velours vert, et vous étiez absolument fasciné, surpris et très impressionné par ces deux portraits que Eugène tenait à montrer à ses visiteurs en premier. Et je pense que pour ceux, les journalistes, etc., qui s'attendaient à rentrer dans une sorte de caverne de peintres maudits et bohèmes, eh bien, ils étaient très certainement surpris, étonnés de rencontrer une telle majesté, une telle dignité qui renvoie aux heures les plus glorieuses de l'Empire français. L'autre frère, donc le frère le plus âgé, Charles-Henri, le voici. À gauche, encore un portrait fait par l'oncle Risner, en collection particulière, probablement toujours en possession de la famille peut-être. Et puis cette charmante miniature sur ivoire, toujours d'Henri-François Risner, que l'on a pu découvrir récemment puisqu'elle a été acquise il y a quelques années par la Fondation Custodia à Paris. Une miniature vraiment d'une qualité, d'un raffinement remarquable. Vous voyez effectivement qu'au passage, Delacroix ressemble assez peu à ses frères aînés. Alors, vous voyez, cette famille, elle est un peu, elle se reconstitue avec le retour de ce frère Charles-Henri en juillet 1814, mais pour peu de temps, puisque la mère Victoire meurt début septembre. Et à ce moment-là, voilà, le cercle familial se délite, puisqu'en plus, avec les problèmes, les procès, les ennuis financiers très graves dans lesquels s'enlisent Henriette et Charles-Henri, Raymond de Verninac essaye de récupérer les histoires, les améliorer, il ne fait que les aggraver parce qu'il est très peu doué aussi pour les affaires financières. Par conséquent, Charles-Henri s'estime lésé, il va faire un procès à sa sœur aînée Henriette, et le pauvre Eugène Delacroix est pris entre les deux, et il voit avec beaucoup de souffrance ses frères et sa sœur survivants, c'est les seuls survivants de la fratrie, se déchirer à coups de procès interposés. Par conséquent, Delacroix se réfugie dans l'amitié, qui est une valeur fondamentale pour lui, une valeur aussi, une valeur très forte pour quelqu'un qui est élevé dans le culte des Lumières, hein, de cet esprit républicain très fort en lui.
Et lorsque on refeuillette ce cahier numéro 4, le folio 2, eh bien on voit apparaître sans doute un condisciple, un ami, intitulé Morel de Soissons, dont vous avez à la fois le visage et le petit doigt. On ne sait pas pourquoi. On avait la jambe de Crémieux tout à l'heure et le petit doigt de Morel cette fois-ci. Alors, ce Morel de Soissons, on ne sait pas trop, qui visiblement a des gros doigts en fait. Ce Morel de Soissons, on ne sait pas trop d'où il vient. Visiblement, la façon dont il est nommé ici signifie qu'il serait originaire de l'Aisne. Ça nous rappelle qu'effectivement, beaucoup d'élèves sont des boursiers et viennent vraiment de tous les coins de la France. Et dès lors qu'ils ont des noms un petit peu banals, comme Dupont ou Morel, eh bien, on rajoute leur origine géographique pour les distinguer, comme on faisait d'ailleurs avec les députés de la Convention, avec les Dupont de l'Eure, Dupont de Nemours, Dupont de l'Ain ou Giraud de l'Ain, etc. Donc voilà, sur les origines sociales, mais il y a des condisciples que nous connaissons beaucoup mieux, évidemment, puisque là on a un aperçu biographique sur eux. Alors parmi les condisciples, il y a un neveu par alliance de sa sœur, Frédéric Verninac, qui a 6 ans de plus que lui, donc il fait partie de la classe des grands, et que Delacroix décrit comme un défenseur et un redresseur de tort vis-à-vis des colosses de la petite cour. Eh bien, après avoir été élève au lycée impérial, Frédéric de Verninac entrera à l'école militaire de Saint-Cyr, dont il sort sous-lieutenant et envoyé directement dans la campagne d'Espagne. Parmi les autres condisciples, on va revenir à la présentation PowerPoint. Il y a également Jean-Baptiste Louvet de Couvray, le fils d'un ancien député de la Convention, lui aussi régicide, président de la Convention à l'été 1795 et député au Conseil des 500, exactement comme l'a été Charles Delacroix, et qui a été nommé consul à Palerme par le père de Delacroix au moment où il était ministre des Affaires étrangères. Pardon, on va revenir au PowerPoint, s'il vous plaît. Merci. Il y a aussi, évidemment, un grand ami, Félix Guillemardet, né en 1796, donc il y a simplement 2 ans de plus que Jeanne Delacroix. Ses parents sont des grands amis des parents de Delacroix. Vous avez évidemment à droite le portrait très célèbre de son père, Ferdinand, qui était un médecin d'origine bourguignonne, comme l'est la famille Delacroix. La famille Delacroix est originaire de Givry en Argonne. Il a été maire de Autun, puis député à la Convention, encore une fois, un député régicide également. Puis commissaire de la République, chargé de mettre fin à la terreur dans les départements de Bourgogne après Thermidor. C'est ce qu'avait fait aussi le père de Delacroix. Comme Charles Delacroix, Ferdinand a été député au Conseil des 500, puis nommé ambassadeur de la République française en Espagne, à Madrid. Et donc c'est dans cette fonction qu'il est portraituré ici par Goya, un des portraits les plus célèbres, les plus flamboyants que Goya ait signé. Il devient ensuite préfet de Charente-Inférieure en 1800, préfet de l'Allier en 1806. Mais à partir de cette époque-là, la situation se dégrade. Il commence à montrer des signes de démence. Son épouse demande le divorce en novembre 1805 et M. Guillemardet est interné. À partir de 1807, il mourra en asile 2 ans plus tard. Et donc c'est Madame Guillemardet, Lazarette de son prénom, une femme de poigne, une femme de volonté, qui prendra en charge seule l'éducation des quatre enfants qu'elle a eus, dont Félix, que vous avez ici. Donc vous voyez aussi ce rapprochement qui se fait par-delà les générations, et puis peut-être cette connivence qu'il y avait entre 2 orphelins de père, qui étaient Eugène et Félix. Victoire donc hébergera le jeune Félix lorsque la mère devra se déplacer hors de Paris, et à son tour Eugène considérera Madame Guillemardet comme sa seconde mère et lui vouera un tendre attachement par la suite. Il y a aussi parmi les amis Jean-Baptiste Pierret, qui est le fils d'un commis de bureau et qui entrera, donc il est né en 1795, donc là aussi un petit peu plus âgé que Delacroix, mais ils étaient extrêmement proches. Et lorsqu'en mars 1815, Delacroix quitte le lycée pour entrer à l'atelier Guérin, Pierret, lui, entrera directement au ministère de l'Intérieur en qualité de surnuméraire, et il fera toute sa carrière dans ce ministère. Il finira comme chef de bureau de l'administration et de la comptabilité des communes. Il lui sera décerné le rang de chevalier de la Légion d'honneur en 1845. Nous trouvons aussi parmi les condisciples Philarète Chasles,
Philaret Schall, que l'on connaît comme journaliste, traducteur, critique littéraire, grand spécialiste de littérature allemande et anglaise, fondateur de la Revue britannique en 1825 et spécialiste également de littérature française ancienne, de la Renaissance. C'est peut-être par lui que Delacroix trouve goût à des choses aussi anciennes qu'à des romans de chevalerie comme Amadis de Gaulle. Et il sera nommé ensuite conservateur de la bibliothèque Mazarine en 1837 et professeur au Collège de France en 1841. Et puis nous terminons par Achille Piron, un fils d'un chef de division de l'administration des postes, qui est l'ami certainement le plus intime que Delacroix ait jamais eu. Il est né comme lui en 1798. Achille Piron, en sortant du lycée impérial, fera la même carrière que son père dans l'administration des postes, et puis il terminera comme sous-directeur de l'administration des tabacs. Et comme Eugène Delacroix, il recevra la décoration de chevalier de la Légion d'honneur en 1831. Et il deviendra, à la mort de Delacroix, le légataire universel. Et c'est grâce à Achille Piron que nous conservons aujourd'hui une grande partie des écrits de Delacroix, notamment le journal. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette amitié est très importante et c'est parce que, c'est par la correspondance de Delacroix avec ses amis d'enfance que nous connaissons un petit peu la vie extrascolaire de ce jeune homme, puisque sinon, pour cette époque, on ne conserve guère que ces cahiers de brouillon de lycée ou bien les quelques mentions dans les brochures de certificats de distribution de prix. Et il y a des vacances qui sont évoquées, qui sont évoquées peut-être brièvement dans les cahiers. C'est les premières vacances que Delacroix fait près de la mer en 1813, en septembre 1813, chez des cousins. En Normandie, à l'abbaye de Valmont, une abbaye donc, qui a été vendue comme bien national et rachetée par des cousins qui s'appellent Bataille. Je ne sais plus si c'est la famille paternelle ou maternelle, excusez-moi. Mais en tout cas, Delacroix en parle, puisque dans une lettre à Jules Allard de janvier 1814, il raconte ses vacances passées. Il dit que nous étions chez un de mes cousins, dans une terre charmante. C'était lui-même qui s'était créé son jardin. La maison est une ancienne abbaye de bénédictins qui, comme tu penses bien, n'était pas peu romanesque. De grands décors dont on voyait à peine le bout, de petits escaliers où on ne pouvait passer deux de front, et surtout l'antique église à moitié ruinée et où se trouvaient des tombeaux, de grandes fenêtres gothiques à obscurs vitraux, des caveaux où se trouvaient les fondations de l'abbaye. Tous ces objets m'inspiraient une foule d'idées tout à fait romantiques. La nuit, le vent sifflait au travers des croisées mal jointes et les chouettes s'introduisant par l'église venaient nous réveiller. Mais toutes ces choses, qui seraient des désagréments pour bien des personnes, étaient pleines de charme pour moi. J'aimais beaucoup me promener seul, en rêvant parmi les ruines de cette église silencieuse, dont les murs sonores répétaient jusqu'au bruit de mes pas. Je ne crois pas cependant que j'eusse pu y trouver le soir le même agrément, car n'étant pas très brave de mon naturel, bien qu'il n'y ait aucun danger à craindre, je n'aurais pas été fort disposé à y aller réfléchir. Alors, effectivement, dans cette abbaye, Delacroix a fait quelques aquarelles, non pas en 1813, mais lorsqu'il y retourne la deuxième fois, en 1831, donc bien plus tard. Et il relève effectivement à la fois le tracé des arcades qui restent dans l'abbatiale en ruine, et puis ces fameux tombeaux, ces tombeaux gothiques dont il parle, et qui l'impressionnent tant dans cette lettre. Eh bien, cette ambiance gothique, on la retrouve dans un cahier, notamment celui qui date à peu près de la même époque que cette lettre adressée à Jules Allard, ce cahier 10, folio 18, avec beaucoup de petites références à des noms anciens qui font très anciens, notamment cette Yolande, écrit en caractère gothique, ou ce Mériadec de Quercy ou Lercy, je ne sais pas trop, qui sonne très, très breton ou normand. Et puis peut-être la retranscription d'une inscription lue sur un tombeau, sur une stèle, haute et puissante dame, Yolande, etc. Après, ça devient difficile à déchiffrer. Vous avez encore ce nom Dubourg, écrit en caractère gothique. Donc cet imaginaire, cet art gothique, quand même, hante ce jeune homme très nettement et encore plus nettement après cet été passé en Normandie.
Et puis, tout en haut de cette page, nous retrouvons cette fois-ci non pas la devise de Madame Yolande, mais la devise que Delacroix semble s'être choisie pour caractériser résumer son caractère, l'argot satiaré ou satiari plutôt Quibo. Se rassasier amplement de nourriture. Alors, c'est peut-être d'une part une manière assez humoristique par laquelle Delacroix parle de son appétit vorace. Lui qui avait un métabolisme très fort, il est toujours resté très maigre, il se plaignait d'avoir un corps un peu maigrelet, il avait beau manger et avoir toujours faim, il restait toujours un peu maigrichon. Eh bien, après quelques recherches, nous aurions peut-être une hypothèse pour expliquer le choix aussi de l'origine en tout cas de cette citation. Nous allons revenir au PowerPoint et finir avec ça, je vous rassure. Donc, il s'agirait d'un extrait. Peut-on revenir au PowerPoint ? Ah, on fait durer le suspense. Hein. Pardon, c'est moi qui suis complètement dans le... Pardon, je suis désolé. Hein. Je suis fatigué. Oui, cette phrase, vous l'avez, en fait, elle apparaît ici dans cette fable de Phèdre, le chien et le loup. Vous l'avez ici, ce vers, et otiosum largo satiari quibo. Donc c'est un passage dans lequel le loup rêve de la vie que mène le chien. Je traduis ce passage en français. « Je suis tout prêt, répartit l'animal exténué, à te suivre. Jusqu'à présent, j'ai traîné une vie misérable dans les bois souffrant de la nuit et de la neige. Il me sera très doux de vivre à couvert et d'avoir une ample nourriture que je savourerai en repos. » Eh bien, cette fable, elle n'est pas choisie non plus par hasard, puisque la morale de cette fable, elle est indiquée ici par ce manuel de fables traduite, publié en 1806 par Didot, c'est que la liberté sans fortune vaut mieux que la richesse dans l'esclavage. Donc c'est certainement aussi, ça n'est pas anodin qu'il ait emprunté cette devise à une fable dont la morale est celle du culte absolu de la liberté, de l'indépendance, cette liberté qu'il a soignée et cultivée avec beaucoup de fierté toute sa vie d'artiste et sa vie d'homme politique aussi. Nous vous remercions pour votre attention. Un grand merci pour cette présentation qui était vraiment un voyage dans l'enfance, l'imaginaire, l'environnement de Delacroix, à la fois à travers tout ce que vous avez dit, à travers le document qui vous a été présenté. Et j'ouvre tout de suite peut-être à quelques questions dans la salle. Je voudrais vous demander si l'on connaissait les revenus de la famille et quelle a été la part dont disposait le jeune homme dont vous nous avez parlé. Merci. Alors c'est un point assez complexe. Je vous renvoie pour cela à la biographie de Madame Natta, qui a été publiée en 2010, qui fait une bonne synthèse dessus. Il est certain qu'à la mort de Charles Delacroix en 1804, la fortune était assez importante. Elle était évaluée à peu près à 800 000 francs. Et voilà, par la suite d'opérations malencontreuses qui a été faite, lorsque Madame Delacroix meurt, je crois que ça s'est réduit à 15 ou 20 000 francs à partager entre les 3 enfants qui lui restaient. Donc ça se résume à un appartement qu'il faut louer, voire sous-louer rue de l'Université, et puis quelques effets, de la vaisselle, de l'argenterie, quelques souvenirs de famille, notamment c'est tout
tous ces tableaux, ces miniatures de l'oncle, fait par l'oncle Riesner. Donc ça se réduit à peu de choses parce que malheureusement toute la fortune a été gagée, hypothéquée dans cette opération immobilière malheureuse de cette forêt de Boix en Charente. Alors j'aurais du mal à vous décrire la succession des opérations qui sont assez complexes, mais voilà, à l'origine il y a eu l'indélicatesse d'un conseiller, monsieur Boucher je crois, qui était conseiller d'affaires un peu véreux de Charles Delacroix, par lequel Madame Delacroix s'est laissée un petit peu bien duper. Et voilà, et donc tout cela se finira très mal, et c'est lorsque finalement Delacroix arrivera à vendre son premier tableau d'histoire au Musée royal des artistes vivants, Dante et Virgile aux enfers, pour une somme d'à peu près 3 ou 4 000 francs de l'époque, je ne me souviens plus exactement du chiffre, mais c'est là qu'il arrivera vraiment à subvenir entièrement et durablement à ses besoins. Tant mieux, puisque à cette année-là meurt Raymond de Verninac, qui avait essayé tant bien que mal de relever les affaires financières de la famille, mais avec finalement des effets encore aggravés. Et voilà, et donc Delacroix à cette époque-là est sorti d'affaires, mais ça ne sera pas le cas pour Henriette de Verninac, qui sera vouée à devenir dame de compagnie à la fin de sa vie pour survivre. Oui, j'aurais aimé savoir, s'il vous plaît, jusqu'à quel point la formation du jeune Delacroix dans le domaine du dessin et de la peinture ont été imprégnées et liées à l'Antiquité. Et par ailleurs, une autre question, j'ai dû rater la référence au passage, mais vous avez parlé d'une lettre probablement envoyée en octobre 1818 à un ami et qui concernait la lecture des anciens. Est-ce que vous pourriez repréciser, s'il vous plaît, la référence, parce que j'ai dû la rater au passage? Merci. Oui, c'est une lettre adressée à Jean-Baptiste Pierret en octobre 1818, lorsque Delacroix est en séjour à la forêt de Boix, chez sa sœur, Henriette. Et donc vous la trouvez en fait dans le premier volume de la correspondance de Delacroix, édité par Joubin à partir de 1935. Alors le rapport à l'antique, ça c'est une très très longue histoire, et là je vous renvoie à l'exposition Delacroix et l'antique qui a eu lieu au Musée national Eugène Delacroix l'an dernier, je crois. Et il y a beaucoup d'essais dedans qui font une synthèse, et c'est très difficile à résumer comme cela, évidemment. Mais il est évident que voilà, le rapport à l'antique, il existe évidemment tout de suite à travers les visites au musée du Louvre, et puis l'enseignement prodigué par cet ancien prix de Rome, Bouillon, au lycée impérial. Delacroix, évidemment, passera rapidement outre ces exercices obligés, mais sera tout de même frappé par, d'une part, il y aura un choc ressenti certainement en 1825 lors de son voyage à Londres, en voyant des originaux grecs incontestables, les marbres de Lord Redgin, les marbres du Parthénon, dont toute l'Europe s'étonne de l'âpreté, de l'hyperstylisation aussi, et puis de la manière très vive dont sont représentées les courses de chevaux, par exemple. Donc Delacroix comprendra que l'art antique, ce ne sont pas que les éternels Apollon du Belvédère et différentes Vénus répétées à l'envi. Il y a aussi une part de force et d'énergie expressive très forte dans ces bas-reliefs du Parthénon. Et puis aussi, Delacroix abordera l'art antique, il trouvera la force expressive de l'art antique à travers les médailles. Il y a d'excellentes lithographies que Delacroix a réalisé principalement autour de 1825, entre 25 et 27, je crois, d'après des médailles soit conservées dans les collections de la Bibliothèque royale, donc actuel cabinet des médailles de la BNF, soit dans la collection personnelle du duc de Blacas, grand numismate, que Delacroix connaissait parce que un de ses amis était, je crois, secrétaire personnel au service du duc. Et là, il est justement là aussi dans ces contours très
très rude, très stylisé, des profils ou des taureaux ou des chevaux élancés qu'il voyait sur ces monnaies, il a ressenti ce que pouvait être finalement une certaine authenticité expressive de l'art antique. Et donc il a voulu retranscrire cela. Et lorsqu'il est allé au Maroc, il écrit dans ses lettres à ses amis à quel point finalement l'Antiquité, la vraie, il l'a trouvée, il a fini par la trouver, non pas dans les musées où elle est morte, où elle est pétrifiée, mais au Maroc, où finalement c'est dans la civilisation marocaine, dans cette société méditerranéenne, patriarcale, que l'on peut voir finalement la civilisation gréco-romaine antique rester vivante, authentique, palpable et colorée. Donc voilà, si vous voulez, une idée très, très résumée de la complexité du rapport de Delacroix à l'antique. Ma question porte sur un tout petit point de détail. C'est sur le texte de Burti décrivant l'antichambre de Delacroix. Est-ce que les tableaux qui étaient dans l'antichambre sont ceux que vous avez projetés, c'est-à-dire le David et le Risner? Oui, bien sûr, ils se retrouvent dans l'inventaire après décès de l'artiste. Le portrait d'Henriette a appartenu à Delacroix? Oui. Ah oui. Et comment est-il passé de lui au Louvre? Alors après, je ne saurais plus vous redire par quel biais c'est passé. En tout cas, il s'est retrouvé dans la collection de Carlos de Bestegui. Après décès? Oui. Enfin, pas dans la vente après décès, pardon, dans l'inventaire après décès. En fait, Delacroix a hérité ce tableau suite à la mort de son neveu Charles de Verninac. Parce qu'Henriette est morte en 1827. Elle a logiquement légué son portrait à son fils, Charles de Verninac, qui n'avait que 5 ou 6 ans de différence avec Eugène. Donc l'oncle et le neveu étaient en fait très proches. Et d'ailleurs, lorsque Henriette a dû quitter Paris pour des raisons financières et vivre en Charente, elle avait confié son fils, Charles, aux bons soins d'Eugène. Charles était au lycée impérial, lui aussi. Donc Eugène lui servait un petit peu de tuteur, de chaperon. Sauf que Charles s'est lancé dans une carrière diplomatique. Il a été, je crois, il a travaillé pour le consulat de France, notamment en Amérique latine. Et il est malheureusement mort très jeune d'une fièvre jaune à Cuba, en 1834. Donc suite à cela, je crois que l'héritage de Henriette puis de Charles de Verninac est passé à Eugène Delacroix. Et lorsqu'il établit son testament, Delacroix lègue ce portrait d'Henriette à sa cousine Verninac, Madame Durier Verninac. Donc le portrait retourne dans la famille. Et après, je ne sais plus à quel moment il est vendu, il sort de la famille et il arrive dans la collection de Carlos de Bestegui qui le donne au Louvre en 1942. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, j'invite ceux qui le souhaitent à se rapprocher des manuscrits. Et je crois que nous pouvons encore applaudir. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.